Votre mobilisation est réelle, mais pas encore suffisante. Aidez-nous, vraiment, maintenant. Financer TVL, c'est essentiel. D'avance, merci à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du Nouvel Immédiat avec un programme sur les émeutes, retour sur une semaine qui a secoué la France. Et on est avec vous, Jean-Yves, mais vous avez décidé de prendre de la hauteur depuis vos montagnes. Bonjour à vous. Bonjour Floriane. On va bien sûr revenir sur les cagnottes, la cagnotte de soutien aux policiers qui a dépassé le 1,5 million. Et puis, on ira un petit peu à Lorient et un petit peu à Angers pour parler de ceux qui s'organisent contre les émeutiers. Et puis, bien sûr, on écoutera la vidéo avec l'analyse sonore qui a été refaite, qui permet d'entendre autre chose que ce que l'on nous a dit dans un premier temps sur les propos des policiers lors de l'arrestation de Nahel et de son refus d'obtempérer. On enchaînera bien sûr avec la minimisation des faits suite aux nombreuses nuits d'émeutes qui ont secoué la France. Et puis, on reviendra sur le traitement également de la presse étrangère de ces faits-là. Et puis, bien sûr, à la fin de cette édition, il y aura le portrait piquant qui, cette semaine, sera consacré à Léa Salamé. Immédiat, édition spéciale, c'est parti. La météo de l'info est à l'accalmie. Après une semaine d'émeutes, les troubles se sont effectivement fortement atténués dans les banlieues de l'immigration. Mais l'AFP, l'agence française de propagande, n'avait pas attendu l'arrêt des émeutes pour parler de retour au calme. Dimanche matin 2 juillet, l'AFP titrait « 719 interpellations, une soirée plus calme que les précédentes ». Quel étrange usage du mot « calme » après une nuit d'incendies volontaires, d'attaques de commissariats, de destruction de bâtiments publics, de pillage. Tout au plus, aurait-on pu parler d'un tout petit peu moins de déprédation que la veille, et encore. Bis repetita le lundi. L'AFP parle de soirée sans incident majeur. Juste un jeune pompier mort au feu dans un incident volontaire de parking. La volonté de minoration dépasse ici les bornes de la décence. Le régime Macron ne contrôle pas les banlieues. Mais pour le contrôle de l'information, on a des champions. Cela porte un nom, la narco-tyrannie. Cette semaine, on commence par s'intéresser à un chiffre, c'est ce chiffre de 1,6 million. Le total de la cagnotte en soutien à la famille du policier. Et cette cagnotte, eh bien, elle n'a pas plu à tout le monde. Et je vous propose de commencer avec cet article de Midi Libre qui nous parle d'une cagnotte polémique pour soutenir la famille du policier, puisque dimanche, elle dépassait les 600 000 €. On a BFM qui s'est posé la question, la cagnotte liée au policier qui a tiré sur Nahel peut-elle être annulée? Poser la question, c'est déjà souhaiter quelque chose. Libération également, qui a produit un billet de Jonathan Boucher-Peterson, la cagnotte pour la famille du policier tireur, un thermomètre qui doit nous alerter. Marianne, un peu dans le même goût, titrée « Cagnotte pour la famille du policier ». Son succès reflète le désir de référendum de nombreux Français. En effet, il y avait une cagnotte pour la famille de Nahel et une cagnotte pour la famille du policier qui avait tiré. On a l'Express également qui s'est renseigné, lui, sur le profil des donateurs, profil qu'il juge parfois surprenant, avec un article qui commence de façon particulièrement jubilatoire. Nadia
a choisi de se délester de 200 €. Elle ne s'est pas offert un bon restaurant ou de nouvelles chaussures. Elle a préféré donner son argent à la cagnotte en soutien à la famille du policier. Alors visiblement, on ne s'achète pas tous les mêmes paires de chaussures que les journalistes de l'Express. D'ailleurs, cette recherche un peu sur le profil des donateurs, eh bien, elle a eu lieu aussi sur Twitter. Vous savez, il y a les petites balances de Twitter. Par exemple, on a François Molesena qui a tweeté « Si vous bossez chez GoFundMe avec un accès à la base de données, vous avez la main sur probablement l'un des plus gros répertoires de fascistes, racistes qui soient. Faites très attention à ce qu'ils ne fuitent pas. Ce serait terrible que 45 000 personnes aient à assumer devant leur famille. » Voilà, quand on ne peut rien faire, eh bien, on pointe du doigt ceux qui font. BFM TV également a invité de nombreux invités pour critiquer cette cagnotte. Par exemple, Arthur Delaporte du Parti socialiste qui disait que cette cagnotte est une incitation à la haine. Suite à ces propos, on a un hashtag qui a été lancé le mardi 4 juillet sur Twitter en opposition à hashtag cagnotte de la honte. C'est le hashtag cagnotte de la fierté nationale. Donc la bataille a eu lieu également sur Twitter. Finalement, Jean Messia a fermé cette cagnotte et très vite, eh bien, les médias se sont posé la question aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas imposer cette cagnotte? Et par exemple, Challenge qui a sorti cet article, la famille du policier devra payer près d'1 million d'euros d'impôts suite à la cagnotte. Il y en a également Le Figaro qui a repris cette information. Et là, heureusement qu'on a eu 2 tweets avisés de Philippe Prigent et de Charles Pratt. Philippe Prigent qui dit « Analyse juridique très douteuse de Challenge, car en réalité, des cadeaux modiques par rapport au patrimoine et aux revenus du donateur sont généralement exonérés de droits de mutation à titre gratuit. » Et lui, il cite cet exemple qui est très parlant. « Si je donne 50 € à un mendiant, l'État n'a pas le droit d'en prendre 30. » Et on a Charles Pratt également qui nous dit que selon la doctrine universitaire du professeur Doué, par exemple, qui est membre du Conseil des prélèvements obligatoires auprès de la Cour des comptes, la cagnotte pour la famille des policiers de Nanterre n'est pas taxable au droit de donation. Et il précise que cet avis est un avis un peu plus pointu que celui qui circule un peu partout dans la presse. Là aussi, on est peut-être dans la prophétie un peu autoréalisatrice, Jean-Yves, si on s'arrête sur ce point précis. Alors, la presse a raison sur un point. Cette cagnotte, c'est un vrai référendum. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'on constate qu'il y a 10 fois plus ou 20 fois plus de dons pour la famille du policier que pour la famille de la personne qui a été tuée en refusant d'obtempérer. C'est clair. Il y a d'un côté les pillards qui ne donnent pas et de l'autre les pillés qui sont eux plus généreux. Voilà, ça c'est la première remarque. Évidemment, les médias ont globalement choisi leur camp. Ils ont essayé de faire fermer la cagnotte. Ils essayent d'obtenir un prélèvement fiscal. Tout ça ne repose sur aucun argument sérieux, comme vous l'avez rappelé, avec l'étude juridique de Maître Prigent et de Charles Pratt. Ouais. Charles Pratt, voilà. Donc, les médias, là, sont dans le militantisme politique en même temps que dans la désinformation. Voilà. Le militantisme politique parce qu'ils veulent obtenir des décisions politiques, en l'occurrence contre ces cagnottes, et dans la désinformation parce qu'ils ne se renseignent pas, ils se renseignent peu, ils ne vérifient pas ce qu'ils disent, et ça vaut à peu près pour tous les médias, y compris en l'occurrence pour Le Figaro. Chers téléspectateurs, il y a ceux qui ont résisté par le don, mais il y a également ceux qui ont résisté dans la rue. Et je vous propose de vous rendre à Lorient avec par exemple cet article du Figaro qui fait état de mystérieux anticasseurs près de la base militaire de Lorient. Le maire s'était d'ailleurs défendu en disant qu'aucune milice n'était à l'œuvre à côté ou à la place de la police.
Et pourtant, il y a bien eu une bande de jeunes qui ont interpellé des émeutiers à Lorient, près de la base navale où stationnent des fusiliers marins et des commandos marines. Et les policiers ont donné des sources. Il s'agirait de fusiliers, peut-être de commandos même, qui sont venus arrêter certains casseurs. Ils les ont livrés à la police avec des serflex. Donc on a bien sûr cet article du Figaro. Et très vite, Mediapart produit lui aussi un article. Nahel, l'armée ouvre une enquête sur la milice de Lorient. Alors, il faut savoir quand même que dans le Figaro, les policiers disent qu'ils ont laissé faire en début de soirée parce que cela les a soulagés. Évidemment, ils étaient un peu dépassés par la casse. Mais il faut préciser que cette aide n'est d'ailleurs pas illégale. Ce n'est pas donc une milice qui intervient comme ça toute seule, puisqu'on nous précise que dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Donc, en théorie, qu'il s'agisse de bandes de militaires ou non, ils avaient bien le droit d'arrêter ces casseurs, ces émeutiers. Je rappelle quand même ce sondage qui avait été produit par CNews au tout début de ces émeutes. 70% des Français qui sont favorables au recours à l'armée pour rétablir l'ordre dans les quartiers touchés par les émeutes. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque des missions sentinelles ont été déclenchées dans certaines zones, notamment de Paris, pour aller soutenir les policiers lors de ces mouvements. Et je voudrais rappeler également qu'en mars 2019, les militaires de Sentinelle avaient également été mobilisés pour l'acte 19 des Gilets jaunes. Et ce n'était pas la première fois que les soldats étaient appelés en renfort dans le cadre de rassemblements. Mais cette fois-ci, en fait, l'effet d'annonce, il ne vient pas du gouvernement, mais bien de Mediapart qui dit que ce sont des milices organisées contre les émeutiers. Et là, c'est toute la différence, en fait, c'est que ce ne sont pas ce n'est pas Emmanuel Macron qui nous a annoncé le recours à l'armée, mais c'est bien Mediapart qui dénonce. Et je pense, Jean-Yves, que vous allez pouvoir nous en dire un mot. Je crois que c'est très simple, puisque à la suite de l'article de Mediapart, il y a eu une enquête du commandement. Donc, on voit très bien la hiérarchie militaire en France. Au sommet de la hiérarchie militaire, il y a Mediapart, qui donne en quelque sorte des consignes au haut commandement, et le haut commandement ensuite demande une enquête locale, une enquête de commandement local pour savoir ce qui s'est passé, alors que ces militaires n'ont fait comme citoyens, alors en l'occurrence pas comme militaires puisqu'ils n'étaient pas pendant leur service, n'ont fait comme citoyens que remplir leur devoir de citoyens, c'est-à-dire quand on constate un délit ou un crime, de le signaler, de le remettre le délinquant ou l'auteur à la police si on a pu l'intercepter. Donc ils ont agi dans un cadre légal, mais c'est eux qui vont subir la répression à la suite de cette enquête de commandement. Ce régime a un nom, c'est l'anarcho-tyrannie. L'anarcho-tyrannie, pourquoi ? Parce qu'il y a d'un côté l'anarchie qui se développe, les émeutes, les quartiers de non-droit, les quartiers d'immigration de non-droit, c'est le côté anarchique, et le côté tyrannique, c'est la répression contre tous ceux qui essayent de résister et qui retrouvent alors là l'appareil d'État avec sa puissance contre eux. Je vous propose de vous rendre à Angers désormais, Jean-Yves, là où un local de militants de droite a été attaqué par les émeutiers et ils se sont défendus. Voilà comment les faits ont été rapportés ensuite dans les médias. Donc revenons-en aux faits. Vendredi 30 juin, on a l'extrême gauche qui se rassemble à Angers, qui vandalise et qui incendie le mobilier urbain. Donc ils avaient lancé des appels à la manifestation Justice pour Nahel, et c'était un rassemblement contre les violences policières et le racisme. Alors évidemment, comme toujours avec l'extrême gauche, cela s'est fini dans des incendies. Et là, ils attaquent l'ancien local de l'Alvarium,
non pas le local de l'Alvarium, comme l'ont dit de nombreux médias. Il s'agit des locaux qui sont occupés désormais par le RAID, le Rassemblement des étudiants de droite, le RAID RED, pas comme le RAID de la police. Ces étudiants qui étaient peu nombreux dans le local ripostent, bien sûr, ils sont attaqués. Décidément, quand les gens s'organisent et ripostent, ça ne plaît pas aux médias. On a en premier article « Soirée tendue et heurts devant le local d'extrême droite de l'Alvarium à Angers ». Une intervention rapide des forces de l'ordre a permis de rétablir le calme. Voici une photo de la porte du local, parce que c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que la violence s'organise. Donc on voit clairement des gros impacts sur la porte qui a été totalement attaquée, et donc on comprend la riposte, surtout quand il y a des gens dedans. Et voilà, un troisième article de Ouest France, publié le 5 juillet, à Angers, le local des militants identitaires de l'ex-Alvarium visé par un tir de mortier. Et là, le ton, je ne sais pas si vous avez constaté, mais a changé. On a des militants identitaires, l'ex-Alvarium, on n'est plus dans l'erreur de mouvement. Et on a un sous-titre qui dit qu'un mortier a été tiré depuis une voiture sur le local de l'ex-Alvarium en plein centre-ville. La police a veillé une partie de la nuit. Les militants identitaires ont tenté de protéger leur fief. Et donc là, ce sont des militants et non plus des milices organisées qui tapent sur des passants au fur et à mesure des jours qui passent. Les médias réussissent à identifier un peu mieux les faits. Jean-Yves, vous avez peut-être quelque chose à dire sur cette situation à Angers? Oui, parce que, si vous voulez, là, on a encore le même phénomène, c'est-à-dire l'extrême gauche qui inspire des articles de presse, dans la presse quotidienne régionale, où c'est un peu, il faut bien le dire, le fond de cuve des écoles de journalistes qu'on retrouve. Ensuite, la presse nationale a tendance à recopier, sans beaucoup d'esprit critique, la presse régionale, et ça finit par aboutir à des décisions, puisque le procureur de la République d'Angers, qui n'a sans doute rien d'autre à faire alors qu'il y a eu des saccages et des pillages à Angers et même dans d'autres villes du département comme Cholet, a fait ouvrir une enquête pour attroupement en bande armée, simplement parce qu'il y avait eu quelques jeunes gens qui s'étaient défendus, et au moment où nous parlons, certains sont en garde à vue. Il n'y a manifestement pas d'autre priorité à Angers que de s'attaquer à des jeunes gens qui ont simplement défendu leur local, ce qui est leur droit le plus strict, ce que leur droit leur reconnaît, mais ce qui n'empêche pas que le procureur de la République dépense beaucoup d'énergie et de force pour les attaquer. Là encore, ça porte un nom, ça s'appelle l'anarcho-tyrannie. On laisse des pillages, on laisse des dégradations quand elles viennent des quartiers de l'immigration, et on persécute les jeunes patriotes qui se défendent. J'invite vraiment à regarder les vidéos, une dernière vidéo de Jean-Eudes Gana qui montre, je serais tenté de dire que la force tranquille aujourd'hui, elle est à l'extrême droite. Je mets extrême droite entre guillemets, mais je reprends là le vocabulaire de l'adversaire. Mais la force tranquille, elle est de ce côté-là. Allez voir cette vidéo, mettez-la en lien, Floriane. Jean-Eudes Gana qui, si tout va bien, sera bientôt reçu dans nos locaux, chers téléspectateurs. Vous en saurez plus très vite. Je vous propose désormais de passer aux pastilles de l'information pour chapitrer un peu les événements suite à ces émeutes. Je vous propose, pour commencer ces pastilles de l'information, de revenir sur la fameuse vidéo du refus d'obtempérer de Naël qui a été filmée, et le son a été traité. Je vous propose de réécouter un peu parce qu'on entend d'autres choses que ce qui nous a été rapporté dans un premier temps.
Alors Jean-Yves, selon l'IGPN, eh bien, il semblerait bien que les policiers n'ont pas crié « je vais te mettre une balle dans la tête » ni « shoot-le », mais plutôt coupe le moteur et les mains derrière la tête plus vraisemblablement. En tout cas, il n'y a pas eu de nouveaux commentaires ni de Macron ni de Mbappé suite à cette analyse sonore qui n'est pas encore terminée. L'enquête doit encore se faire sur ces faits-là. Toutefois, les avocats des autres prévenus, par exemple du deuxième et du troisième occupant de la voiture conduite par Nahel, eh bien, confirment que les policiers ont bien dit « je vais te mettre une balle dans la tête ». Évidemment, c'est tout à leur intérêt. Et il faut noter également que le père de Nahel a fait une réapparition médiatique en se constituant partie civile pour réclamer la justice aussi sur la mort de son fils. Et la cagnotte, il se réveille avec la cagnotte, en quelque sorte. Exactement. Non, alors plus sérieusement dans cette affaire, je crois que c'est assez clair que c'est coupe et non pas shoot. Pour le reste, c'est assez complexe. Ce qui est quand même frappant, là encore, dans cette affaire, c'est que les médias sont partis à fond les manettes sur les déclarations des avocats de Nahel, et uniquement sur ces déclarations, sachant que ces avocats sont quand même un peu particuliers, puisque ce sont des avocats militants du comité Traoré. Eh bien, malgré cela, les médias sont partis à fond les manettes là-dessus, et ils ont été suivis par une partie des hommes politiques, Macron compris, ce qui est quand même assez incroyable, quoi, voilà. Et donc, la vérité, encore une fois, est rétabli ou en cours de rétablissement, mais évidemment très tard, après une semaine d'émeutes, que les déclarations à minima imprudentes sur le mot shoot ont pu aboutir aux émeutes, ont contribué à développer les émeutes. Là aussi, il y a une extraordinaire irresponsabilité des médias et des politiques qui les ont suivis. On va revenir sur les émeutes et surtout sur la tentative de minimisation des médias suite à ces émeutes. Alors évidemment, on était en plein pendant les 100 jours d'apaisement promis par Macron et donc c'était censé clore la séquence des retraites, vous savez, avec les manifestations et là, patatras, le pays entier s'embrase, tout est mis à la poubelle et on a un Macron qui est bien embêté et des médias qui vont suivre le mouvement, vous allez voir. On a par exemple cet article de l'Express qui nous dit que Macron a quelque chose en tête puisqu'il doit revoir ses plans. Il ne veut pas légiférer dans l'émotion. Il entend d'abord connaître le profil des 3000 individus placés en garde à vue. Et on nous précise qu'il y avait 5000 à 7000 émeutiers le jour le plus menaçant. Un nombre tellement petit, nous dit l'Express, pour une violence tellement grande. Et ils savent bien sûr, que le pays, on ne pourra pas lui expliquer qu'il faut un nouveau plan banlieue. Il y a un petit bilan du Figaro de la semaine de violence urbaine que je vous affiche ici avec le nombre d'interpellations. Il y en a eu 3486 au total, de mardi 27 juin à lundi 3 juillet. On a eu 808 gendarmes et policiers blessés, 12 000 incendies sur la voie publique, 5 892 incendies de véhicules, 1105 bâtiments incendiés ou attaqués et 269 postes de police ou de gendarmerie visés. Alors bien sûr, on pourrait rajouter bien des catégories sur cette infographie du Figaro. Mais voilà comment est-ce que les médias ont choisi de parler de ces nuits d'émeutes. Au moins 78 interpellations, nuit plus calme en France. Ça, c'était BFM TV. L'Obs, émeute, aucun incident majeur n'a été recensé dans la nuit de samedi à dimanche. Bon, pas de bol, c'était quand même la pire nuit. On a l'AFP qui publie émeute urbaine, 719 interpellations en France, une soirée plus calme que les précédentes. Plus calme, il faut le dire vite, vous l'aurez compris.
On a Emmanuel Macron qui a communiqué suite à son intervention devant les 250 maires à l'Élysée que le pic de violence lui semblait être passé. C'était le 4 juillet. Il était très prudent sur le retour au calme toutefois. Je vous propose un petit tweet de Laurent Amberton pour mettre en perspective un peu tout ce qu'on nous dit là. Avec aucun incident majeur en France, des feux de poubelle mais pas d'incident majeur, une 6e nuit sans incident majeur. Eh bien, Laurent Amberton, lui, nous rappelle qu'il y a quand même un pompier de 24 ans qui est mort cette nuit en luttant contre un incendie de véhicule dans un parking souterrain de Saint-Denis dans le 93. Mais pas d'incident majeur, bien sûr, entre guillemets. On a, par exemple, aussi, dans les tentatives d'apaisement de la presse, on a un article de Check News, de Libération, encore eux, qui va revenir sur des images qui sont faussement attribuées aux violences urbaines en France. Et là, ils vont choisir des images qui ont buzzé sur les réseaux sociaux, mais qui sont particulièrement ridicules, avec des snipers qui sont sur les toits, par exemple. Et on a également une vidéo de voitures qui tombent d'un parking. Et là, Check News nous prévient heureusement que ce sont des images de Fast and Furious. Il est très clair qu'il y a eu une volonté de minoration. Je pense que la volonté de minoration la plus extrême, si je puis dire, c'est celle qui parle, en citant d'ailleurs, semble-t-il, le président de la République, Macron, de 5 000 à 7 000 émeutiers le jour le plus fort. Enfin, comment peut-on croire qu'il y a eu autant de dégâts dans autant de villes, autant de commissariats attaqués, autant de bâtiments dégradés avec 7000 émeutiers? C'est complètement faux. Il y en a eu à minima, et comment il y aurait eu 3500 interpellés sur 7000 émeutiers? C'est totalement invraisemblable. Que les médias puissent reprendre ces chiffres, en l'occurrence c'est l'Express en particulier, ça prouve le manque total de sérieux. C'est vrai que c'est difficile d'évaluer le nombre exact des émeutiers, mais compte tenu de l'ampleur des événements et de leur dissémination sur l'ensemble des territoires, y compris des petites villes de quelques milliers d'habitants, je crois qu'on est beaucoup plus près de 100 000, en tout cas bien au-delà de 50 000 que de 7 000. Voilà. Et ce qui relativise d'ailleurs le risque pour les émeutiers, le risque judiciaire, on verra ça tout à l'heure. Exactement, on en parle juste après. Un petit point toutefois sur les propositions de réponse à ces émeutes. On a des sénateurs qui veulent pouvoir censurer les réseaux sociaux en 2 heures, par exemple. On a Emmanuel Macron aussi qui n'exclut pas de couper les réseaux sociaux si nécessaire, mais il annonce, attention, qu'il va y avoir besoin d'une réflexion sur les réseaux sociaux et les interdictions qu'on doit mettre en œuvre si les choses s'emballent. Et de toute façon, c'est la réponse du berger à la bergère, puisque lors d'une conférence de presse qu'il avait donnée suite aux premières nuits d'émeutes, il avait désigné 2 responsables, les réseaux sociaux, bien entendu, et les jeux vidéo qui ont intoxiqué les jeunes. Là encore, on est dans la minoration. Je crois qu'on a là un nouvel exemple de la narco-tyrannie. C'est-à-dire que le développement de l'insécurité, le développement des émeutes justifie pour les autorités la préparation à de nouvelles mesures liberticides. Et il y a une volonté politique, une volonté idéologique de censurer les réseaux sociaux, et bien évidemment, on va se servir de ce qu'il est là en l'occurrence qu'un prétexte, des émeutes dans les quartiers de l'immigration pour limiter la liberté d'expression de l'ensemble des Français et particulièrement de ceux qui pourraient se trouver en dissidence par rapport au régime Macron. Je vous propose maintenant de faire un petit point sur ce qu'a dit la presse étrangère de ces émeutes en France. On a BBC News, par exemple, qui parle des émeutes parisiennes avec une France qui change et des cicatrices des banlieues qui ne sont pas cicatrisées. Le Financial Times, le meurtre d'un adolescent par la police rouvre des vieilles blessures pour les minorités françaises. On a El País, l'agression au domicile d'un maire marque une escalade de la violence en France. La Stampa
pas dans les ghettos noirs de la France brûlante. L'intifada est née de l'inaction. On a Berliner Zeitung qui titrait « La France ne parvient pas à retrouver le calme » lundi dernier. Das Bild aussi qui titre « Les banlieues françaises sont-elles pires que chez nous ?» Das Welt, le quotidien conservateur qui estime que la situation en France montre ce qui pourrait arriver dans les quartiers à problème en Allemagne. Frankfurter Allgemeine, attaqué de l'intérieur, l'échec du modèle d'intégration en France s'annonce depuis longtemps et maintenant, pose-t-il la question. 45 000 policiers, 2000 interpellations, le gouvernement français parlait pourtant dimanche d'un léger apaisement par la Neue Zürcher Zeitung. On a Le Temps qui est en Suisse. Face aux émeutes en France, la presse européenne fait une comparaison guère rassurante avec 2005. On a une presse étrangère qui est presque plus éclairée, j'allais dire, Jean-Yves, que la presse française chez nous. Oui, mais qui ne l'est pas complètement, parce que si vous voulez, il y a une chose qu'il faudrait rapprocher, et ça c'est paradoxal et ça n'est pas dit, c'est qu'effectivement on a des émeutes qui sont aujourd'hui plus graves qu'il n'y en a eu dans les autres pays. Il y a eu un petit début d'émeute en Suisse, mais qui a été assez vite arrêté. Il y a eu aussi quelques débordements dans d'autres pays, mais qui ont été aussi vite arrêtés. Et je crois que c'est à rapprocher d'un fait. Alors là, je vais tenir un propos qui pourra peut-être paraître provocateur, mais qui est exact. C'est que la France est l'un des pays au monde où il y a le moins de personnes tuées par des policiers. Beaucoup moins, évidemment, qu'aux États-Unis ou au Canada, là on est entre 50 et 100 fois moins, mais beaucoup moins aussi que dans les pays voisins. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique l'ampleur des émeutes, puisque les émeutiers savent qu'ils sont dans une situation d'impunité à peu près complète. Même au début des premiers jours d'émeute, les policiers n'avaient même pas la possibilité d'utiliser les balles de défense, qui ne sont pas létales, mais qui peuvent effectivement éborgner, comme on l'a vu pour les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a réprimé les gilets jaunes de manière plus violente, qui étaient des manifestations politiques, que les émeutes. Voilà. Et ça n'est pas dit. La presse étrangère a tendance à dire échec du modèle de l'intégration. Bah oui, l'intégration, ça marche pas, l'assimilation, ça marche pas. Mais elle ne dit pas qu'une partie du problème français est peut-être due au fait que la police est particulièrement désarmée. Je serais tenté de dire, pardonnez-moi de me répéter, mais je crois que c'est important à comprendre, c'est un nouvel exemple d'anarcho-tyrannie, puisque les voyous, les racailles ont davantage de moyens de violence que les policiers qui, théoriquement, ont le monopole de la violence légitime. Et on voit de surcroît aujourd'hui que beaucoup de policiers sont pris à partie, y compris dans leur voiture, y compris dans leur domicile. C'est-à-dire qu'on va passer d'une situation où ce ne sont pas les voyous qui vont avoir peur des policiers, mais les policiers qui vont avoir peur des voyous. Encore une fois, c'est tout à fait caractéristique de ce qu'est la narco-tyrannie. Alors Jean-Yves, on a une minoration des faits concernant les émeutes et puis on a une espèce de majoration aussi de l'effet d'annonce gouvernementale avec une Elisabeth Borne qui promet aux députés des réponses pénales à la hauteur. Il n'y aura aucune impunité, disait-elle, nous sommes mobilisés. Bruno Le Maire qui plaide pour la fermeté plutôt que pour un nouveau plan banlieue. Visiblement, ils se sont tous donné le mot. Et on a aussi des avocats qui sont interviewés par BFM TV et qui disent « Je n'ai jamais vu ça, des peines très sévères prononcées par la justice. C'est une justice politique », déplore par exemple maître Elsa Marcel. Et ce qui est inquiétant, nous dit-elle, c'est que les juges du siège suivent de manière aveugle les réquisitions et c'est très inquiétant du point de vue de l'indépendance de la justice. Donc ça, c'est un article de BFM TV. On a France Info également qui nous parle du tribunal de Bobigny où la justice tente de répondre à l'afflux de comparutions immédiates. On rappelle qu'il y avait plus de 3300 personnes qui ont été interpellées à
à la suite des 6 nuits d'émeutes et que les tribunaux comme Bobigny en Seine-Saint-Denis peinent à faire face. Pourtant, voici comment commence l'article de France Info. Une remise en liberté immédiate pour les 3 prévenus, renvoyés pour avoir jeté des cocktails Molotov sur le commissariat de Neuilly-sur-Marne parce que les 3 fiches d'interpellation n'étaient ni signées ni datées et cela donc vaut une annulation de la procédure. Pour de la justice ferme, on repassera, sachant qu'on a les faits de cocktails Molotov. Et je rappelle que sur 3354 personnes interpellées selon le bilan du ministère de l'Intérieur de lundi matin, 570 personnes ont été déférées devant un juge, 260 ont été envoyés en comparution immédiate. On est sur un pourcentage assez relatif là, Jean-Yves. À la suite des comparutions immédiates, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe parfois des travaux d'intérêt général, parfois des obligations de ne pas sortir de chez soi de 9h du soir à 6h du matin, parfois, alors là on frémit par la sévérité des stages de citoyenneté. C'est vraiment de la fermeté. Alors, il y a quelques mandats de dépôt. Le mandat de dépôt, c'est la seule chose un peu sérieuse, puisque ça veut dire le départ en prison immédiatement, fût-ce pour un délai modeste. On en a à quelques dizaines. Et on n'a pas vraiment de statistiques complètes sur le sujet. Donc, vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est entre 50 000 et 100 000 émeutiers et... dans l'immédiat, quelques dizaines de détentions. On ne peut pas dire que ça soit une fermeté pour des choses extrêmement graves, que sont les incendies volontaires, que sont les attaques de commissariat de gendarmerie, que sont les attaques de mairie et des pillages. Vraiment, parler de fermeté, c'est une blague absolue. Mais là aussi, c'est un élément de la narco-tyrannie, puisque... il y a une disproportion entre la gravité des faits et la faiblesse des sanctions. D'autant plus, Jean-Yves, que si on revient sur les premiers chiffrages des dégâts, on a par exemple 1 milliard d'euros de dégâts pour les entreprises en premier bilan des émeutes fait par le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, avec 200 commerces qui ont été pillés, 3000 agences bancaires et 250 bureaux de tabac. On a également France 3 qui titre « Le lourd bilan provisoire des émeutes en Île-de-France ». C'est une addition à plusieurs millions d'euros qui attend la région Île-de-France après une semaine d'émeutes urbaines qui ont endommagé mairie, commerce et transport. Qui va payer les dégâts ? Ça, c'est une vraie question. Et on a des éléments de réponse avec Bruno Le Maire dans Le Monde qui demande aux assureurs de verser les indemnisations au plus vite. Alors, ce ne sera pas exactement un quoi qu'il en coûte cette fois-ci, Jean-Yves. C'est un tribut, en fait. Et là aussi, c'est encore une des marques de la narco-tyrannie. C'est-à-dire que l'État est suffisamment fort pour prélever des impôts sur les citoyens qui ont de la représentation, et il verse une partie de ces impôts comme tribut aux quartiers dont sont issus les émeutiers, puisqu'au fond, on va reconstruire un certain nombre de bâtiments dont certains avaient déjà été reconstruits après les émeutes de 2005 et qu'il faudra probablement reconstruire après les émeutes de 2028 ou de 2030 s'il n'y en a pas d'ici là. Donc là aussi, le paradoxe, c'est que c'est la force de l'État contre les bons citoyens qui permet de faire vivre les quartiers qui échappent à la loi commune et qui sont de fait contrôlés par les dealers et les racailles. Contrôlés par les dealers, d'ailleurs, c'est reconnu, puisqu'on considère aujourd'hui que si le calme est revenu dans un certain nombre de cités, c'est parce que les dealers ont demandé que le calme revienne pour reprendre leur business, ce qui est après tout un réflexe normal pour un honnête commerçant, vous en conviendrez.
On rappelle, pour conclure ces pastilles de l'information, Jean-Yves, que Mediapart avait mis à jour son dossier sur l'ultra-droite et la menace terroriste le 21 juin 2023. C'est ce qu'on appelle avoir le sens du timing. Oui, le sens et le flair journalistique quand même sur les vrais dangers, hein, oui, oui. Jean-Yves, pour conclure cette émission, est-ce que vous avez un coup de chapeau ? Et j'ai mieux qu'un coup de chapeau, Floriane, j'ai un Gérald d'or, car Darmanin s'est à nouveau illustré. Vous savez qu'il avait obtenu au Bobard d'or un Gérald d'or pour sa déclaration sur les incidents au Stade de France qu'il avait attribué aux Anglais. Eh bien, les Anglais ont à nouveau frappé. Figurez-vous que parmi les émeutiers, il y a beaucoup de Kevin et même des Matteo. Monsieur Darmanin nous a d'ailleurs dit que ça n'a aucun lien avec l'immigration, ou peu de lien avec l'immigration, puisque 90% des interpellés sont français. Alors, je ne sais pas si le chiffre est exact, mais en tout cas, ça a un lien avec l'immigration, puisqu'ils viennent de quartiers de l'immigration, et qu'eux-mêmes sont des descendants d'immigrés ou des descendants d'immigrés, ce qui existe dans les statistiques, puisque l'INSEE, effectivement, et l'INED comptabilisent les étrangers, bien sûr, les immigrés, mais aussi les descendants d'immigrés et les descendants d'immigrés à la deuxième génération. Donc il y a évidemment un lien avec l'immigration, et c'est même particulièrement préoccupant, parce que ça veut dire que l'intégration, l'assimilation ne s'est pas faite. Et pourtant, M. Darmanin nous dit « mais non, ça n'a aucun rapport avec l'immigration ». Quant au fait qu'il y ait des Kevin et des Matteo, c'est possible. Ils sont minoritaires. Un journaliste de CNews qui a regardé une liste d'interpellés a vu effectivement qu'il y avait des prénoms type Kevin ou Matteo, bien sûr minoritaires, mais qui existent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les quartiers de l'immigration, l'assimilation se fait à l'inverse de ce qu'elle devrait se faire. Ce ne sont pas beaucoup d'immigrés qui s'assimilent, ce sont les jeunes Européens, les jeunes blancs qui sont restés dans ces quartiers, qui, étant dominés, ont tendance à s'assimiler au groupe dominant, parfois en se convertissant à l'islam, parfois en s'associant à des groupes de racailles, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des Kevin et des Matteo, s'il est avéré, il est avéré, même dans des proportions modestes, est particulièrement inquiétant, puisqu'il prouve qu'on assiste à une assimilation inversée. En tout cas, pour tous ces propos, complaisamment repris par les médias d'ailleurs, Darmanin mérite bien un nouveau Gérald d'or. Il cumule les titres. C'est vraiment un orfèvre de la désinformation. Après le cumul des mandats, le cumul des bobards. Et Jean-Yves, je me permets de souligner également qu'il y a eu un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale de l'étranger algérienne qui avait appris avec choc et consternation, je cite, la disparition brutale et tragique du jeune Naël. Et le gouvernement algérien, nous dit-on, continue à suivre avec une très grande attention les développements de cette affaire tragique. Si ça, ce n'est pas un signe que cela les concerne de près ou de loin, eh bien, on peut aller changer de métier, vous et moi, Jean-Yves. Et oui, et les Turcs ont agi de la même façon, puisque je crois qu'il y a eu aussi une déclaration de même nature de M. Erdogan. Exactement, qui a dit que la France était raciste. Considère aussi que ses ressortissants sont susceptibles d'être impliqués dans cette affaire. Sans doute plus côté Alsace ou Est, où il y a davantage de Turcs que dans d'autres endroits de France. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition spéciale d'Immédiat. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, pour soutenir cette émission, de cliquer sur le pouce en l'air. Laissez-nous également un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. On les lit. Et puis, vous pouvez également partager cette émission et vérifier que vous êtes toujours abonné à notre chaîne YouTube, ou du moins cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Jean-Yves, on ne laisse pas nos téléspectateurs sans le portrait piquant de la semaine.
Bien sûr, restez avec nous pour le portrait piquant de Claude Cholet et de Logim sur Léa Salamé. Léa Salamé qu'on cite très souvent dans Immédiat. Je vous dis à la semaine prochaine et Jean-Yves, vous serez avec nous. À très vite, bon portrait piquant à tous. Journaliste franco-libanaise, Léa Salamé, de son vrai nom Hala Salamé, est une étoile de l'information depuis qu'elle a arbitré les débats entre Éric Zemmour et Nicolas Domenach sur iTélé. Issue de la haute bourgeoisie affairiste libanaise, elle ne cache pas, malgré son image d'objectivité, une idéologie libérale, libertaire, cosmopolite et mondialiste. Née en octobre 1979 à Beyrouth, elle est la fille du franco-libanais Ghassan Salamé, ancien ministre de la Culture, professeur à Sciences Po et soutien de l'Open Society de George Soros. Arrivée à 5 ans en France, elle a été naturalisée en 1988. Très bonnes études à Paris, à Saint-Louis de Gonzague et à l'école alsacienne. New York University, puis Sciences Po, le parcours doré des bons éléments de la bourgeoisie. Elle est lancée en 2004 à la télévision par Jean-Pierre Elkabbach sur LCP Public Sénat. Puis c'est France 24, un petit tour à France 3, iTélé, France 2, l'émission On n'est pas couché, enfin France Inter. Patrick Cohen quittant la matinale de France Inter pour Europe 1, Laurence Bloch impose le duo Demorand-Salamé à la tête de la matinale. Avec Demorand, venu de Libération, la symbiose professionnelle et politique est réussie. Comme elle le déclare au Point avec Nicolas, c'est un mariage vraiment réussi. Nous sommes un couple qui fonctionne bien. Fin de citation. En 2021-2022, en plus de France Inter, elle est sur France 2, à la fois présentatrice d'Élysée 2022 et bras droit de Laurent Ruquier sur On est en direct. Certains commentaires s'émeuvent de sa partialité lorsqu'elle se retrouve face à Éric Zemmour, d'abord dans On est en direct, puis sur le plateau d'Élysée 2022. Il y avait du monde, vous avez raison de le dire, mais il y avait aussi des Macron assassins, ce que, ça restera, c'est resté. Elle ne parvient pas à réprimer une attitude hostile à l'endroit du candidat. Elle sera ovationnée à France Inter pour son esprit agressif lors de cet épisode. Son compagnon, Raphaël Glucksmann, père de son enfant, est élu tête de liste socialiste en vue des élections européennes de 2019. En mai 2019, elle anime le prix, ouvrez les guillemets, rôle modèle LGBT qui récompense les personnes LGBT+, dont le succès professionnel, le parcours de vie, les valeurs ou le rôle social sont considérés comme un modèle à suivre. Amen. Laissons le mot de la fin à Grégory Rose. Je cite, « Celle qui partage sa vie avec un député progressiste peut-elle vraiment animer un débat politique en toute impartialité sur une chaîne de service public ?» À nos auditeurs de donner leur réponse.